Pour cette session, et je m'appelle Florian Gilbert et je travaille pour la société Lesterius. Je vis actuellement en Normandie. Je travaille plus particulièrement pour la partie hébergement de Lesterius, donc le service FM Connection. Je suis passionné par tout ce qui est Moyen-Âge, mécanique. J'adore notamment travailler sur des vieux cyclomoteurs que je possède. Et j'adore aussi tout ce qui tourne autour de l'écologie, les randonnées à vélo et le lombricompostage. Dans cette session, et afin d'illustrer tous les aspects de la sécurité de FileMaker dans le cloud, nous allons suivre l'histoire fictive de la société Clip Factory, donc qui est la première société à avoir inventé le trombone connecté à Internet. Voilà. Si vous avez déjà été développeur en interne ou que vous êtes nouveau sur la plateforme Clarisse, je pense que vous allez vous reconnaître dans l'histoire de Emma et de Eric. Donc nous avons Emma qui est Contract Manager à Clip Factory et qui a énormément entendu parler de la plateforme Clarisse et qui a souvent travaillé main dans la main avec Eric. Eric, lui, c'est le problem solver, c'est le développeur en interne, qui, donc avec Emma, a dessiné l'application interne donc à la société et qui va permettre de gérer tous les échanges commerciaux et les contrats. Voilà. Donc c'est une application custom que Eric a fait, donc avec FileMaker Pro, qui fonctionne sur Go, sur WebDirect, et qui en plus bénéficie du flow de Clarisse Connect avec DocuSign. Donc ça c'est super. Eric est très très fier de sa solution et il la montre à son boss. Et là, son patron lui dit « Waouh, c'est vraiment une super solution, on veut absolument que ce soit déployé partout. Voilà, est-ce que vous pouvez nous monter un serveur pour que tout le monde puisse travailler sur cette solution ensemble ?» Donc, bienvenue Eric, tu es développeur, maintenant tu vas devenir notre nouveau hostmaster. Et là Eric, qui sait pas trop par où commencer, commence à étudier un peu le terrain, et il regarde sur internet, il se renseigne. Et là il se dit, d'accord, mais où est-ce que je peux mettre mon serveur? Où est-ce que je peux héberger ma solution? Est-ce que je le fais moi-même? Est-ce que je le mets dans un data center? Ou peut-être que Clarisse peut m'aider? Bon, et qu'en est-il de la sécurité? Donc, il va commencer à se renseigner aussi à propos du GDPR et à savoir comment être sûr que sa solution est sécurisée dans le cloud. Donc là, il recherche quelques informations et puis il voit le nombre de vulnérabilités exploser par année. Donc là, les chiffres qui sont en ordonnée sont en millions. Voilà, donc on voit que plus les années montent, enfin plus les années progressent et plus les vulnérabilités augmentent. Voilà, il se renseigne aussi sur le vol de données, sur les failles de sécurité, ce genre de choses. Et là, pareil, c'est la catastrophe. Il s'aperçoit aussi que toutes les petites entreprises ont subi au moins, enfin une entreprise sur deux quasiment, a subi une cyberattaque. Voilà. Et donc, idem sur les tests PEN, donc qui sont en fait des procédures automatiques d'intrusion. Voilà, il s'aperçoit que 92% des entreprises ont échoué sur ce genre de test en fait. Et pour ça, il y a 4 causes majoritaires. Donc la première, c'est les défauts de configuration. Donc par exemple, un pare-feu qui est mal configuré, ce genre de choses. Les mises à jour de sécurité sur les serveurs qui ne sont pas appliquées, ou pas assez régulièrement. Ça peut aussi, et principalement, venir d'un code ou d'une sécurité mal gérée à l'intérieur de la solution. Et, bien sûr, la faiblesse de la politique des mots de passe. Donc ça, c'est ce qui concerne vraiment plutôt l'aspect utilisateur et l'aspect administration. Donc avoir un mot de passe de 3 lettres, c'est pas possible. Bon,
Là, notre pauvre Eric, il est désespéré. Bon, à ce stade-là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être bien que oui. Et c'est à partir des questions que va se poser Eric, en fait, que nous allons axer notre réflexion, et donc nous allons tenter d'y répondre dans le prochain chapitre. Donc la première question, c'est: où est-ce que je peux héberger ma solution? Sachant que, voilà, il y a plusieurs aspects très importants, qui sont donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. On va commencer par la confidentialité. Donc la confidentialité, c'est, comme toujours, en fait, un aspect très important. C'est-à-dire, est-ce que mes données restent bien sous contrôle? Donc voilà, donc l'une des failles les plus, je dirais, les plus communes, c'est quelqu'un qui s'en va effectivement avec les données, donc sur un support physique, que ce soit une carte SD ou une sauvegarde ou ce genre de choses. Tout simplement aussi, ça peut être le responsable d'hébergement qui a un accès complet aux bases de données du client, alors que la personne qui s'occupe de l'hébergement ne devrait pas avoir accès aux données du client. Un responsable d'hébergement qui gère la liste des mots de passe de tous les utilisateurs, par exemple, plutôt que de confier justement à chaque utilisateur la responsabilité de son propre mot de passe. Voilà. Donc dans les questions les plus importantes à se poser, c'est: qui a un accès physique au serveur? Qui peut avoir un accès aux sauvegardes? Et quelles sont les politiques et les mesures de sécurité en termes de mot de passe? Ensuite, l'intégrité. L'intégrité, c'est vraiment le fait de savoir si les données qui sont stockées sur mon serveur sont les bonnes, et celles que je reçois en tant que client sont les bonnes aussi. Donc imaginons que l'on ait une base de données qui est corrompue, soit par un virus, ou tout simplement par une mauvaise manipulation. Est-ce qu'on est bien sûr d'avoir une politique de sauvegarde suffisamment costaud pour pouvoir justement récupérer les bonnes données? Et enfin, sur la partie transport, donc on a ce qu'on appelle un certificat SSL. Est-ce que on a vraiment un certificat qui garantit que les données qui vont du serveur au client ne sont pas interceptées par quelqu'un et modifiées à la volée? Voilà, donc l'intégrité des données. Et enfin, donc la disponibilité. C'est: est-ce que mon serveur va être suffisamment disponible pour que, et quelles que soient les circonstances, mes employés puissent continuer à travailler? Voilà, donc dans les choses qui peuvent arriver, qui sont très courantes malheureusement, c'est la coupure de courant, ou simplement la machine, le serveur qui est débranché. Une erreur technique qui fait que le serveur est supprimé, ou de manière physique, est-ce que le serveur n'a pas été volé? Voilà, et enfin, dans le cadre d'un hébergement partagé, il arrive que la solution d'un autre client, je dirais, consomme en fait toutes les ressources de la machine, de par un problème de développement par exemple, ou une boucle un petit peu consommatrice de ressources, mais qui du coup pénalise le fonctionnement de notre propre solution. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de savoir c'est qui a accès physiquement à l'infrastructure, dans le cadre d'un vol physique vraiment de la machine par exemple. Est-ce qu'il y a des systèmes de redondance ou de basculement de l'alimentation électrique ou des redondances de données? Voilà. Quelle est la politique de sauvegarde? Puisque dans ces cas-là, le mieux c'est quand même de pouvoir repartir sur des données existantes et donc d'avoir des backups et qui ne se situent pas sur la machine, bien évidemment. Voilà. Et enfin, est-ce que je dispose de mon propre serveur ou est-ce que les ressources sont partagées avec d'autres clients? En interne. Donc en interne, c'est le fait d'avoir sa machine vraiment dans son entreprise ou chez soi, selon la manière dont on travaille. Mais voilà, donc c'est vraiment la machine physique chez soi. Donc ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est avant tout d'avoir le contrôle total, que ce soit sur la machine, les données qui sont dessus. Aussi, du coup,
de par la proximité, puisqu'on est sur un réseau local, on va évidemment avoir une très très faible latence. Donc ça c'est vraiment parfait pour une utilisation locale, ça c'est vraiment très bien. Ça a par contre de nombreux inconvénients, c'est qu'il faut tout d'abord acheter son propre matériel, il faut avoir une ligne, voilà une ligne internet dédiée ou du moins plutôt robuste, comme une fibre, pour être sûr que ça fonctionne bien. Aussi, pour ce qui est de la sécurité de l'infrastructure, vous devrez soit vous en occuper vous-même, soit faire appel à quelqu'un d'autre. En cas de problème matériel, c'est à vous de gérer. Et étant donné que le travail à domicile est devenu en quelque sorte la nouvelle norme, le fait d'avoir une machine en interne dans son entreprise, si tout n'est pas, je dirais, carré, on va peut-être pas rentrer, on va peut-être pas travailler du coup dans des conditions les plus optimales. Une autre possibilité est de louer, enfin ou de co-louer un espace en data center. Donc là pareil, en termes d'avantages, c'est que dans le cas de machines virtuelles qui sont détenues par le data center, nous n'avons pas d'investissement à faire dans le matériel. L'infrastructure physique est gérée par le centre de données, donc tout ce qui est l'accès physique au serveur. En ce qui concerne le suivi des pannes du matériel, c'est géré par le data center. Donc voilà, donc comme je le disais, pas d'accès physique au serveur. C'est souvent des endroits ultra sécurisés pour justement prévenir ce genre d'intrusion. Et enfin, c'est vous qui avez tout de même le plein contrôle en fait sur la machine, sur le Windows, on va dire, sur le système d'exploitation. Donc en fait, vous gérez complètement votre FileMaker serveur. Ça a cependant quelques inconvénients. C'est que en cas de problème, le data center va souvent se délester de certaines responsabilités. Donc si par exemple vous faites une très grosse bêtise sur le système d'exploitation par exemple, le data center ne sera absolument pas garant dans ce cas-là. Vous devez gérer la partie, je dirais, mise à jour, sécurité logicielle, ce genre de choses. Et enfin, le data center, lui, n'aura absolument aucune connaissance sur la plateforme FileMaker. Donc pareil, en cas de problème avec la plateforme FileMaker Server, en fait, vous n'aurez jamais d'aide de la part du data center. Et enfin, question bête, c'est mais quel centre de données choisir en fait? Donc là, il y a deux petits points qui sont importants à savoir, c'est que comme le serveur, je dirais qui est en interne, il y a toujours ce souci de proximité. En fait, plus l'on est proche, et moins on aura de latence. Donc, il est important de privilégier un data center qui est proche des personnes qui sont susceptibles de travailler sur notre serveur. Voilà, donc inutile de penser à prendre un data center sur un autre continent parce que celui-ci est moins cher. Et il y a enfin cette histoire de backbone qui est en fait entre guillemets la colonne vertébrale de l'internet en fait. Donc le data center est-il suffisamment proche de ce backbone en fait pour avoir un accès le plus rapide à l'internet. Voilà. Enfin, en ce qui concerne le data center, ça peut être important de s'intéresser aux certifications de celui-ci, des politiques de sécurité physique, donc les sécurités d'accès, pardon. Voilà, quelles sont les garanties, donc les garanties en disponibilité. Est-ce que le data center fournit un contrat SLA? Quel est leur modèle de responsabilité par exemple? Et enfin, une chose qui est très très importante maintenant, c'est est-ce qu'ils respectent en fait les droits GDPR? Enfin, avant-dernière possibilité pour un hébergement FileMaker, c'est de faire appel à des partenaires d'hébergement Claris, donc comme FM Connection pour qui je travaille fait partie. C'est quelque chose qui présente un mal d'avantages puisque du coup on a la même liste d'avantages que le data center puisque ce sont des infrastructures que l'on utilise, nous en arrière-plan. Sauf qu'en plus nous allons avoir l'expertise FileMaker, voilà, donc qui vous déleste un petit peu plus de cette gestion. Voilà, donc on peut parfaitement s'occuper entièrement, que ce soit de la machine,
entre guillemets, du matériel, du système d'exploitation et de la gestion du FileMaker Server. Alors après, on peut avoir des solutions, je dirais, de cogérance, où le client et le partenaire d'hébergement ont le même niveau d'accès, donc vont avoir un contrôle à peu près identique. Voilà. Et, par contre, ce qui présente quelques inconvénients, question de point de vue, c'est que effectivement, toute la partie FileMaker Server est gérée par le partenaire. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver, en quelque sorte, amputé d'une certaine liberté vis-à-vis de votre serveur. Aussi, les responsabilités sont partagées, c'est-à-dire que le partenaire d'hébergement, lui, va être responsable du fonctionnement du serveur FileMaker. Cependant, il ne pourra pas forcément être responsable du fonctionnement de la machine, qui elle est destituée au niveau du data center. Et enfin, pour ce qui est de la solution, si jamais il arrive un problème sur la solution, là par contre c'est bien au client que revient la responsabilité, puisque c'est, enfin, ou le développeur, j'entends. Voilà. Et bien sûr, qui dit service supplémentaire dit un coût un peu plus élevé que si vous faites le travail vous-même. Ça, c'est inéluctable. Enfin, attention aux partenaires d'hébergement qui parfois peuvent, pour des réductions en fait de coûts, peuvent vous proposer des hébergements partagés. Donc c'est ce que je disais là au niveau des partages de ressources. Donc voilà, c'est quelque chose en plus qui n'est plus autorisé par l'éditeur, par Clarisse. Donc c'est vraiment, on est censé avoir une machine par client avec sa propre licence FileMaker. Voilà. Et gare aux anciennes, voire très anciennes versions de FileMaker qui ne sont plus prises en charge. Donc je pense notamment aux versions 15, 16 et 17 hein, depuis récemment. Donc voilà, donc toujours privilégier les versions les plus récentes. Si vous voulez avoir une liste complète des partenaires d'hébergement, c'est en allant sur le site clarisse.com, donc il y a une section trouver un partenaire, et donc là en fait vous aurez la liste je dirais des plus gros hébergeurs et par localisation. Enfin, dernière possibilité, faire appel à FileMaker Cloud, donc qui présente de nombreux avantages. C'est que donc, le système est relativement clé en main, donc toute l'installation et configuration se fait par Clarisse de manière automatisée. La gestion est très facile à prendre en main. Voilà, donc il vous faudra un Clarisse ID ou un OpenID provider pour accéder en fait à votre serveur, à votre console d'administration. C'est parfaitement réglementaire avec tout ce qui est réglementation des données personnelles, ce genre de choses. La sécurité est évidemment hyper renforcée. Le tout est complètement chiffré, donc il n'y a pas besoin de rajouter un certificat SSL, puisqu'en fait Clarisse, FileMaker Cloud y appose son propre certificat. Vous profitez du support 24 h sur 24, 7 jours sur 7 de la part de Clarisse. Et enfin, donc avec l'aspect Cloud First, vous êtes garanti que votre version de FileMaker Server, enfin de votre version de FileMaker Cloud en fait, sera toujours la technologie la plus récente en fait. Voilà. Ça présente cependant quelques inconvénients, c'est que la version de FileMaker Server voilà, est un tout petit peu plus limitée que sur un FileMaker Server que l'on installerait soi-même. Donc il n'y a pas par exemple de publication web personnalisée avec le XML, le PHP, les plugins et les connexions ODBC. Voilà, les centres de données aussi ne sont pas forcément à proximité. Je crois que le plus proche est en Irlande, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et aussi, ça peut, si vous voulez ouvrir plusieurs serveurs, là par contre, il faudra passer par l'achat de licences supplémentaires. Ce qui n'est pas le cas avec les licences FileMaker, je dirais plus classiques, puisqu'en fait ces licences-là vous offrent généralement un environnement de production, de pré-production et de développement, où vous pouvez installer 3 fois FileMaker Server en simultané. Enfin, petite parenthèse sur FileMaker Cloud pour AWS. C'était l'ancien modèle de FileMaker Cloud. Le produit est en fin de vie.
Il n'est d'ailleurs plus disponible à la vente. Enfin, il ne sera plus disponible à la vente d'ici le 4 janvier 2021. Et toutes les versions qui courent actuellement sont vraiment en fin de vie, puisque donc du coup les produits s'arrêteront au 1er janvier 2022. Voilà. Et les clients ne pourront plus accéder à ce produit. Donc voilà, donc pour résumer, 4 solutions pour héberger sa solution. Soit vous créez un serveur en interne que vous hébergez vous-même, soit vous hébergez vous-même votre serveur dans un centre de données, que ce soit avec votre propre matériel ou via des machines virtuelles. Troisième solution, faire appel à un partenaire d'hébergement Clarisse, qui, je le rappelle, présente les nombreux avantages du data center, mais avec une couche de service supplémentaire. Et enfin, donc le FileMaker Cloud, où là vous gardez une certaine autonomie tout en bénéficiant quand même d'aspects sécurité qui sont optimum. Revenons quelques instants à Eric, qui du coup décide d'acheter une nouvelle licence FileMaker, et donc il va sur le site de Clarisse, et il s'aperçoit qu'on lui donne le choix entre de prendre une licence sur site pour FileMaker Server ou bien une licence FileMaker Cloud. Voyons ensemble quelles sont les différences entre les deux. Donc la première pour FileMaker Cloud, c'est un logiciel qui s'installe, qui est compatible sur Windows, macOS et Linux. Il fait partie d'un modèle de licence, donc soit en renouvellement annuel, soit à l'achat, donc perpétuel. Au niveau des responsabilités à l'égard du client, il lui revient évidemment l'infrastructure et le matériel, donc à installer ou à acheter, la maintenance et la mise en place de la sécurité. Donc pour ce qui est du support, elle est relativement limitée. Ensuite, pour FileMaker Cloud, donc là on est sur du software as a service, ce qui veut dire que donc toute l'infrastructure est comprise. Donc voilà, il n'y a qu'à acheter en fait le service de mise en place. Aucune installation n'est requise pour le client. Et qui dit service dit aussi support. Donc voilà, donc là on bénéficie d'un support H24, 7 jours sur 7. En termes d'abonnement, donc nous avons le plan essentiel pour, on va dire, les petites entreprises et les petites solutions, pour les petits besoins. Voilà, et le plan standard qui là correspondra, je pense peut-être au plus grand nombre. En niveau des responsabilités, donc Clarisse a la responsabilité de l'infrastructure, du matériel et de la maintenance, de la sécurité de la plateforme cloud, et par contre, la sécurité de la solution revient bien évidemment au client. En termes d'infrastructure, donc si nous avons un serveur sur site, en fait donc nous avons les FileMaker, les clients d'un côté, puis la machine serveur de l'autre. Les connexions se font directement et la protection que l'on va mettre généralement va être des protections anti-déni de service, donc anti-DDoS, puis un firewall qui peut être physique ou logiciel. Voilà, et plus nous avons de FileMaker serveur, et plus il faudra en fait répercuter cette même sécurité. Voilà, dans notre exemple du milieu par exemple, il n'y en a pas du tout. On est sur une connexion directe. A contrario, l'infrastructure de FileMaker Cloud est un petit peu plus élaborée, puisqu'elle bénéficie en fait de la surcouche Amazon. Donc, si l'on a plusieurs FileMaker serveurs, en fait, tous les FileMaker serveurs vont bénéficier avant tout de la sécurité Amazon, avec énormément de petites choses. Donc, un premier qui est un pare-feu physique, puis des pare-feux logiciels. Il y a ensuite la sécurité d'accès via Clarisse ID, dans différents sous-systèmes de sécurité. Des protections anti-DDoS très, très performantes, des équilibreurs de charge, en cas de surcharge justement, si jamais il y a des attaques qui arrivent. Dans le cas de FileMaker Cloud, donc la sécurité et le support sont répartis sur 3 équipes dédiées. Donc voilà, donc on a la partie entre guillemets technique, matériel, la partie déploiement, suivi, disponibilité, et enfin la partie mise à jour automatique et continuité de la performance.
finalement, Eric a choisi une licence sur site pour FileMaker Server. Il va installer son FileMaker Server dans un data center. Bon, de là, intéressons-nous un petit peu aux prérequis. Donc avant tout, pour ce faire, nous avons besoin d'une machine, enfin d'un serveur avec un système d'exploitation compatible, le logiciel d'installation FileMaker Server et d'un certificat de licence pour que le tout puisse fonctionner, un domaine enregistré, donc un domaine en fait, voilà, et un FQDN à déclarer pour faire correspondre l'adresse à son serveur. Enfin, pour l'aspect chiffrement sur le transport des données, donc un certificat SSL que l'on apposera sur l'adresse sur notre FQDN qui correspond à notre serveur. Et enfin, un des aspects les plus importants, la solution FileMaker qui, elle aussi, est sécurisée. Là encore, au sein d'un data center, on a plusieurs possibilités. Donc soit on amène sa propre machine en fait dans l'infrastructure du data center, auquel cas on est responsable de sa propre machine, mais tout l'aspect internet, électricité, lui, est géré par le data center. On peut aussi donc louer un serveur dédié, donc là qui est une machine physique fournie par le data center. Et donc du coup, en termes de responsabilité, c'est bien le data center qui est garante du fonctionnement de cette machine. Ou enfin les VPS, donc là, qui sont des machines virtuelles, voilà, que l'on loue, que l'on configure à la volée, ce genre de choses. Donc Eric, lui, va plutôt s'orienter vers un VPS qui lui permettra en fait d'augmenter les capacités en cas de besoin. Donc voilà, donc les ressources sont extensibles, que ce soit la RAM, le nombre de cœurs, l'espace disque. Aussi, généralement, avec l'aspect virtuel, on bénéficie de la possibilité de prendre des snapshots, enfin des instantanés, c'est-à-dire qu'avant une grosse mise à jour, on peut très bien se permettre de prendre une capture instantanée de sa machine, et qui peut être restaurée en cas de problème. Voilà. On bénéficie aussi de tout l'aspect basculement matériel, donc si par exemple un disque meurt, en fait la bascule se fait automatiquement, et pour l'utilisateur c'est invisible en fait. Voilà, ça aussi l'avantage, c'est de souvent inclure la licence du système d'exploitation, qui bien évidemment n'est pas gratuite. Et enfin, en prenant des machines virtuelles, globalement, derrière, on est toujours assuré d'avoir du matériel de pointe, donc du SSD, des cœurs de dernière génération, ce genre de choses, ce qui aura un impact significatif sur le bon fonctionnement de FileMaker Server et de fait de votre solution. Voilà. Surtout important, avant d'acheter une machine virtuelle, bien respecter les prérequis fournis par l'éditeur pour faire fonctionner FileMaker Server. Rentrons un petit peu maintenant sur la configuration de notre serveur sur site. Donc en premier lieu, au sein de Windows, on va n'ouvrir que le strict nécessaire en termes de ports. Donc sur les données rentrantes. Donc voilà, pour petit rappel, les ports indispensables au bon fonctionnement de FileMaker Server sont le port 5003, 80, 443 et enfin 16000 pour la console d'administration. Le port 2399 est seulement pour les connexions DBC, donc à n'ouvrir seulement si c'est nécessaire. Voilà, ne pas oublier d'ouvrir le port 16002 si jamais on est en fonctionnement multi-machine, donc avec un master et plusieurs workers. Voilà, fermez tous les autres ports inutilisés, c'est important. Enfin, pour accéder à notre machine de manière plus aisée, en fait, on va, si possible, utiliser l'accès à distance fourni par le data center, donc souvent ça passe par une page web, voilà, donc c'est ce qu'on appelle une KVM. Voilà, utiliser soit un accès VPN pour restreindre au maximum l'accès justement à la partie système d'exploitation, ou bien utiliser une passerelle SSH, qui elle-même sera sécurisée. Voilà, donc uniquement sur le port 3389, et pitié, ne pas utiliser d'autres alternatives comme VNC ou bien un TeamViewer qui resterait en permanence ouvert. Ce que je rappelle, c'est que la plupart du temps, les accès TeamViewer ne comportent qu'un mot de passe très court, de quelques caractères. Si cet accès reste libre ou ouvert en permanence, c'est un risque. Voilà. Une petite citation trouvée sur le net. Donc l'accès à un système dans un grand aéroport international via RDP peut n'être acheté que pour 10 $ sur le dark web. Donc, autrement dit, rien. Donc protégez-vous au maximum. Enfin,
éviter le partage de fichiers. Donc comment dire, les protocoles tels que Samba, qui sont souvent vieux et peu sécurisés en fait, qui sont complètement obsolètes. De même pour le protocole FTP, il existe des protocoles très proches du FTP mais de manière sécurisée, donc on a le SFTP ou bien le FTP sur TLS, donc protégé par un certificat SSL, c'est beaucoup mieux. Voilà, et de même, le peer-to-peer, je ne pense pas que ça se fasse beaucoup, mais on ne fait pas. Vous allez certainement rire avec l'exemple du peer-to-peer et les torrents, mais j'ai déjà vu un client qui utilisait ça pour synchroniser ses backups par exemple. Enfin, n'installez pas Bonjour, même s'il est suggéré par défaut à l'installation de FileMaker Server, ne le faites pas, c'est le meilleur moyen de diffuser l'adresse IP du serveur sur tout un réseau interne, ce qui n'a aucun sens. Maintenant que notre machine est à peu près configurée de manière sécurisée, une des choses importantes, c'est de sécuriser l'accès à notre console d'administration, puisque c'est quand même ce qui va donner accès vraiment à l'ouverture, à la suppression de nos bases FileMaker, et voilà, c'est important, très important, de sécuriser cet aspect-là. Ne pas négliger la sécurité, voilà, dès le départ, de l'utilisateur root de cette console d'administration. C'est le seul utilisateur qui est capable d'utiliser l'API FileMaker Admin. Voilà. Dans l'idée, utilisez plutôt autre chose que admin, en termes de nom de compte, évidemment. Un mot de passe fort, donc autre chose que 3 ou 4 caractères, privilégiez plutôt quelque chose de 20 caractères, mais vraiment compliqué à deviner. Et surtout, le code PIN, ne pas perdre le code PIN, car c'est ce qui va vous permettre de remettre à zéro le mot de passe si jamais vous l'égarez. Enfin, si vous nécessitez d'avoir plusieurs utilisateurs de cette console d'administration, sachez que vous pouvez en fait créer plusieurs utilisateurs appartenant à un même groupe. Donc ça ne se passe plus au sein de la console d'administration, mais ça se passe au sein de Windows. En fait, il faut créer un groupe d'utilisateurs. Vous créez vos différents utilisateurs, protégés par un mot de passe évidemment, fort. Et voilà, et en fait dans la console d'administration, vous allez renseigner une authentification externe avec justement le fameux nom du groupe qui correspond au groupe Windows que vous venez de créer. Voilà. Pour rappel, ces utilisateurs-là, par contre, n'auront pas accès à l'API de la console d'administration. Voilà. Enfin, autre réglage dans la console d'administration qui est un basique, je dirais, c'est le fait de filtrer le nom des solutions dans les applications clientes. Ça, c'est vraiment un réglage à mettre par défaut, car dans les applications clientes, donc dans les FileMaker Pro, une fois qu'ils sont connectés au serveur, si vous ne coachez pas cette case, entre guillemets, vous allez voir la totalité des fichiers qui sont hébergés, et ce n'est pas forcément ce que l'on veut. Ce n'est même pas souvent ce que l'on veut. Donc l'idée c'est d'activer cette option pour qu'en fait n'apparaissent que les fichiers dont les utilisateurs ont un compte d'accès en fait. Voilà. Donc si par exemple Eric ne devrait avoir accès qu'à une solution alors que le serveur en contient des dizaines, et bien effectivement avec cette option de cocher, il ne verra que le fichier auquel il a accès. Enfin, au niveau du certificat SSL, par défaut, il y a un certificat SSL préinstallé par Clarisse à des fins de test uniquement. C'est-à-dire que ça permettra au serveur de fonctionner, mais par contre en aucun cas il ne doit être utilisé en production. Alors ça, je pense que c'est la partie la plus compliquée de sécurisation au niveau de FileMaker Server. C'est peut-être la demande que l'on a le plus. Vraiment, donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est disons quand on doit le faire la première fois, ça peut être vraiment très très compliqué. Voilà. Enfin, je pense qu'avec ça, on n'est pas trop mal. Donc, les points dont on doit absolument se souvenir. Donc, le certificat SSL est obligatoire, y compris sur un réseau local. Enfin,
Choisissez la version la plus récente de FileMaker et le système d'exploitation. Ne perpétuez pas une version complètement obsolète parce que vous savez que ça fonctionne. Non, elle est toujours de l'avant, c'est important. N'oubliez pas de sécuriser votre solution FileMaker, car on peut avoir effectivement le serveur le mieux sécurisé du monde, mais si on a une solution FileMaker qui est accessible sans mot de passe, ça ne vaut rien. Voilà. Le lieu d'hébergement fait partie de votre plan de sécurité. Voilà. Donc pensez-y bien avant d'héberger. Ensuite, quelle est la meilleure solution pour vous? Ah, c'est à vous de choisir, vraiment. Mais j'espère avoir répondu au maximum à vos interrogations sur l'hébergement de FileMaker. Merci.